Salut tout le monde, bienvenue sur Le Petit Plateau. Le Petit Plateau, c'est votre podcast vélo favori qui est de retour pour la fin de cette campagne des Flandriennes et pour parler bien évidemment de la reine des classiques, de Paris-Roubaix. Mais avant cela, on va revenir un moment sur peut-être la plus belle course depuis ce début de saison, c'est-à-dire le Tour des Flandres. On n'a pas pu malheureusement vous le préfacer. On rappelle quand même que le Petit Plateau, c'est un projet amateur qu'on fait en dehors de notre vie active. Et donc, voilà, on va par contre, du coup, cette fois-ci, débriefer assez rapidement, évidemment, ce Tour des Flandres. Et pour le faire, j'accueille Alexis et Damien. Salut les copains! Salut tout le monde. Salut tout le monde. Alors, je viens de le dire, est-ce que c'est la plus belle course finalement depuis ce début de saison, ce Tour des Flandres? Est-ce que l'un de vous deux est d'accord avec cette affirmation ou pas? C'est dur à dire parce que Milan-San Remo, il y a cet aspect extraordinaire de l'attaque de la Cipressa que j'ai pas pu voir en direct moi. Donc pour ma part, pour mon ressenti personnel, la question se pose pas. Mais c'est vrai qu'après après une année, après l'année dernière où le run était particulièrement morose, là, ça fait plaisir d'avoir une course aussi pas disputée sans l'être, hein, mais voilà, une course aussi animée. Donc comme c'est ma course préférée de l'année et qu'elle était particulièrement animée, oui, je veux dire que c'est la plus belle course de l'année. Ça confirme parfaitement le beau Milan-San Remo qu'on a eu, quoi. Au Ouais, final, c'est bien. On est sur une bonne cuvée pour l'instant. ouais. Ouais, avec tous les grands noms qu'on avait pu cocher sur une start list, tous les grands noms qui étaient présents, soit de nouveau à l'offensive, on en a vu certains comme Stéphane Koum qui devient Mhm. finalement un habitué du genre, ou bien évidemment les super favoris qui étaient présents, qui se sont tirés la bourre pendant 60 bornes pour notre plus grand plaisir. Le scénario, c'est le scénario que vous attendiez. J'imagine que comme beaucoup d'autres, et comme moi notamment, vous avez dû être surpris par cette impossibilité, cette incapacité en tous les cas de Mathieu Van Der Poel à pouvoir suivre Tadej Pogačar dans le Vieux-Quarmont, ou bien au contraire, finalement, c'est une certaine forme de logique qui serait Ouais. respectée avec ce résultat. Il y a certains points sur lesquels je me suis trompé, hein, évidemment, mais vous pouvez aller vérifier sur Twitter. J'avais dans mes pronostics dit que Van Der Poel lâcherait dans le dernier Vieux-Quarmont, comme il y a 2 ans. Donc à ce niveau-là, moi, pas forcément surpris, même si les faits de course ont fait, ont favorisé ce schéma-là. Mais non, c'est ce que je m'attendais. Maintenant, il y a d'autres choses auxquelles je m'attendais pas, comme le niveau de Pedersen ou le niveau de Wout, par exemple. Et c'est ça. En fait, dans le scénario, ce qu'on pouvait ne pas attendre, c'est qu'une fois qu'ils ont voulu accélérer à deux, Pogačar, Van Der Poel, c'était difficile d'imaginer que ça reviendrait derrière. Certes, ils Ouais. ont un peu temporisé, mais malgré tout, on n'attendait pas le reste de la concurrence aussi proche ou aussi peu éloigné, je ne sais pas comment je dois le dire, de deux. Pour Van Der Poel, moi, j'étais curieux, parce que cette année, il me semblait plus fort que jamais. Je ne suis pas non plus surpris qu'il lâche. Après, peut-être de quelle manière il lâche, à quel point il explose en quelque sorte, ça, je ne l'ai quand même pas vu venir. Mhm. Oui, et on a vu les déclarations de Jasper Stuyven, notamment par la suite, dire Mathieu n'a pas vraiment collaboré après coup. Mais Ouais, effectivement, ça. moi, il y a une belle image quand même que je garderai de ce round, c'est celle de Wout van Aert qui parvient à tenir pratiquement la roue de Tadej Pogačar sur la deuxième ascension du Vieux-Quarmont, qui est la plus rapide de l'histoire depuis que ce De travail existe en 49, tous ouais. les cas. 2,49, c'est le com que se partagent tous ces coureurs, dont Wout van Aert, dont on avait quand même dit les côtes, les forts pourcentages, c'est peut-être là où il va pêcher, et c'est là où il a pêché, parce que c'est vrai que Tadej Pogačar s'est envolé évidemment dans le Vieux-Quarmont, mais on l'a vu aussi par la suite, dès qu'on retrouvait des pentes au-delà des 10%, notamment dans le Paterberg ou dans le Koppenberg, il y avait quand même un deuxième homme, et puis il y avait les autres, même si effectivement, je trouve Mats Pedersen a montré qu'il était de plus en plus impressionnant à chaque course qu'il courait. Oui. Et ce deuxième Cormont, il y a quand même Van Der Poel, je ne sais pas l'énergie qu'il y laisse ou pas, hein. Je ne sais pas pourquoi il est si loin et qu'il ne fait pas l'effort tout de suite, mais en tout cas, cette remontée, c'est quand Ouais. même franchement un régal pour les yeux quand tu as certains coureurs qui font ça, quand tu les vois slalomer là et remonter, mais les autres passent pour des cadets, quoi. Pour des plots. C'était quand même beau à voir. Et qu'un Van Aert qui va tout de suite dans la roue, c'est beau, comme tu le dis. Puis Van Der Poel, on se demande quoi, mais la manière dont il revient, c'est incroyable. Ouais. Oui, c'est ça. Et comme tu dis, c'est plutôt dans les hauts pourcentages il a flanché, Van Aert. Et voilà, ça nous fait penser qu'il a surtout travaillé les pavés un petit peu moins raides. Justement, la transition est toute trouvée.
puisque cette semaine, on délaisse les Flandres belges pour aller dans les Flandres françaises, et dans les Hauts-de-France notamment, avec ce Paris-Roubaix. Alors, Damien, tu vas peut-être nous présenter. On a suggéré, tu as suggéré une présentation un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude pour nos auditeurs. Mais en fait, après avoir vu le Tour des Flandres, moi je me suis dit, qui est favori pour Roubaix? Et je me suis rendu compte que ça fait très longtemps sur un monument que je ne mettais pas autant d'hommes vraiment favoris. Pas des favoris et des outsiders, vraiment des favoris. Peut-être pas tous sur un même pied, mais quand même. Tous les 6, parce qu'il y a 6 noms, peuvent être, selon moi, considérés comme favoris. Donc j'aimerais bien vos avis sur chacun. Donc les 6 noms d'abord, avant d'expliquer le concept. Fatalement, Pogačar, Van der Poel, Van Aert, Pedersen. Et alors, on ajoute Ganna et Philipsen, qui, pour des raisons diverses, peuvent être, selon moi, considérés comme des vrais favoris ici au départ. L'idée, c'est qu'on va se demander les uns les autres pourquoi tel coureur va remporter la course ou pourquoi tel coureur ne va pas remporter la course. Et donc, on va un peu faire le tour de ces 6 noms avec nos différents avis. Ouais, excellent. Du coup, je propose qu'on commence, qu'on fasse un petit peu avec l'ordre du round et qu'on commence par Pogačar. Damien, je sais que tu l'aimes particulièrement, mais je vais plutôt demander à Romain cette fois-ci, pourquoi est-ce que Pogačar peut gagner ce Paris-Roubaix? Parce que Pogačar peut tout gagner, tout simplement. Il l'a démontré encore sur ce Tour des Flandres. C'est à l'heure actuelle le coureur le plus fort, le plus puissant. Et visiblement, les pavés sont loin d'être un obstacle pour lui. On a vu, même s'il faut émettre des réserves, mais on a vu qu'il vient de battre certains coms sur des secteurs pavés de renom de Paris-Roubaix. Bon, après, il était dans une configuration d'entraînement derrière la moto, donc ça joue bien évidemment. Mais enfin, je pense que voilà, Pogačar est prêt. Il en a fait un objectif. On sentait bien depuis des semaines et des semaines, pour pas dire des mois déjà, qu'il lorgnait sur l'enfer du Nord. Donc, quand Pogačar fait d'une course un objectif, elle lui échappe rarement. Voilà pourquoi, selon moi, oui, Pogačar peut l'emporter. Damien, du coup, ça serait un petit peu contre ton cœur, mais pourquoi qu'est-ce que tu as à répondre à Romain? Pourquoi est-ce que Pogačar ne va pas gagner Paris-Roubaix cette année? J'ai à répondre à Romain que je l'entends dire que quand Pogačar veut une course, souvent il la prend. Oui, la seule course qui lui va pas trop sur le papier, c'est Milan-San Remo, il l'a pas prise. Sur papier, bien sûr que Pogačar a des qualités sur le pavé, même sur le pavé plat, mais sur papier, c'est pas la course qui lui correspond le mieux. Donc je pense que c'est effectivement très possible qu'il ne la gagne pas. Et je ne le vois pas l'emporter, même en dehors du côté inexpérience dont je pourrais parler. C'est surtout que tu parlais de puissance, oui, il est puissant. Tu disais c'est le plus puissant, ça je ne crois pas sur du plat. Je ne sais pas s'il est moins puissant que les plus puissants, mais en tout cas, il n'est pas au-dessus d'eux. Et c'est lui qui a la moins bonne pointe de vitesse, tout simplement. Ça va être pour moi le gros problème de Pogačar, surtout que tous les autres favoris ont une belle petite pointe de vitesse. Pogačar n'est pas lent, mais face aux autres, pour moi, force est de constater qu'il est un peu moins vite sur un sprint. Alors certes, c'est un sprint sur un vélodrome, c'est particulier, etc. Mais trop d'éléments, pour moi, jouent contre Pogačar. Ouais, c'est vrai qu'on disait à l'occasion de Milan-San Remo et de sa fameuse attaque dans la Cipressa que c'était irrationnel et impossible qu'il vienne gagner après. On disait peut-être qu'en fait, au final, irrationnel n'est pas Pogačar, impossible n'est pas Pogačar. Irrationnel, oui, l'attaque dans la Cipressa, c'est Pogačar, mais venir gagner derrière, ça reste du domaine de l'impossible. Donc ici, peut-être aussi qu'il va faire l'irrationnel, c'est-à-dire jouer la victoire à Paris-Roubaix, mais qui ne va pas réaliser l'impossible, c'est-à-dire remporter Paris-Roubaix. Un autre coureur qui m'a surpris, moi, c'est Pedersen, hein. J'ai souvent dit, à tort, du coup, pour le week-end dernier, qu'il était très fort, mais incapable de suivre les meilleurs sur les monuments. Il l'a quand même fait à plusieurs reprises ici sur le round. Ça reste un effort différent à Paris-Roubaix parce que ce sont des pavés plats, évidemment. Mais du coup, selon vous, est-ce qu'il peut gagner? Et du coup, Damien, pourquoi est-ce que Pedersen peut gagner Paris-Roubaix? Pour moi, Pedersen, il peut gagner Roubaix, il va gagner Roubaix, parce que, tu viens de le dire, on a l'impression qu'il a encore passé un step là quand même. En puissance, il n'a, à mon avis, plus rien à envier au meilleur. Et quand il fait des efforts, parce qu'il ne fait que ça de toute façon, Pedersen, que faire des efforts. S'il pouvait avoir un peu plus d'intelligence de course, mais c'est autre chose, peut-être que ce serait bien. Mais malgré tout,
même sans cette intelligence de course et malgré tous les efforts faits, quand vous voyez les sprints qui sortent en fin de course, c'est hallucinant. Le sprint qu'il fait au round, avec tous les efforts consentis, alors qu'il s'est arraché la gueule pas mal de fois pour essayer de revenir ou de ne pas lâcher, il a une puissance dingue dans ce sprint. Donc pour moi, il a vraiment tout ce qu'il faut pour aller la gagner. Et en dehors de ça, en plus, ça me ferait très plaisir, mais bon, ça ne doit pas rentrer dans un argumentaire. Mais il a tout ce qu'il faut pour gagner. Et du coup, Romain, une petite réponse? Oui, ben, autant je peux être d'accord, il a tout ce qu'il faut pour gagner, mais non, il ne le gagnera pas cette fois-ci parce que je pense qu'il est encore, et tu l'as mentionné finalement, il est encore trop généreux dans l'effort. Et on le sait, alors c'est vrai que Paris-Roubaix est une course quand on arrive dans le premier secteur pavé pratiquement, après c'est de l'intensité quasi permanente. Mais certains coureurs savent visiblement doser cette intensité, là où d'autres sont à bloc tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que Pedersen est encore un peu entre ces deux catégories. Et donc, je crois que Pedersen est le genre de coureur qui va prendre le vent dans les secteurs pavés, peut-être des Arambert, qui va enfin, voilà, qui va vraiment se tuer à la tâche, malgré le fait qu'il a peut-être une des meilleures équipes pour l'encadrer aussi. Mais voilà, j'ai un peu peur malheureusement que au-delà, effectivement, s'il arrive dans un petit groupe de 3-4 coureurs à l'arrivée sur le vélodrome pour le sprint de la victoire, il n'est pas battu. Mais par contre, est-ce qu'il sera capable d'arriver avec celui qui va gagner? Ça, j'ai un peu des doutes, j'ai un peu l'impression qu'il sera un poil trop court avec tous les efforts déjà faits depuis ce printemps, mais aussi avec les efforts qu'il va certainement faire dans ce Paris-Roubaix. Ouais. Je vous propose qu'on passe à Mathieu Van Der Poel. Et vous me connaissez, je suis un petit peu taquin, donc je suis très content de demander à Alexis pourquoi Mathieu Van Der Poel va remporter la course. Ben parce qu'on a l'habitude maintenant, c'est bon, ça ne fait même plus mal. Non, écoute, parce que c'est le double tenant du titre, hein, tout simplement. On a tendance à dire que Van Der Poel, c'est le coureur du round, parce que c'est un super puncher. Dès qu'on est sur des 15%, il est super fort. C'est là qu'il fait la différence avec les autres. Mais voilà, il se débrouille pas mal aussi sur des pavés plats, hein. L'année passée, son accélération, c'était absolument indécent. On était quasiment à du 60% sur du pavé plat. Il y a 2 ans, il revient sur Wout van Aert qui attaquait. Alors certes, Wout a crevé, mais derrière lui, il y avait quand même les autres favoris. Il y avait Pedersen, il y avait Ghana, il y avait Kung, des gars qui sont super rapides sur pavé plat aussi, et il les a distancés. Donc voilà, Van Der Poel, c'est pas seulement le spécialiste du run, c'est aussi le spécialiste de Paris-Roubaix. Donc oui, il peut encore une fois, pour la troisième année consécutive, être le plus fort. Il y a 2 autres points, c'est qu'il risque de pleuvoir dimanche, et c'est probablement le coureur le plus agile du peloton, ou en tout cas parmi les favoris. On pourrait se dire que la pluie favorise Van Aert, mais c'est pas vrai parce que c'est pas de la grosse pluie, c'est pas de la drage comme on dit chez nous, donc il n'y aura pas de boue. Il faudra juste avoir plus de technique, et ça favorise vraiment Van Der Poel. Et ensuite, dernier point, ben, il y a Philipsen, hein, et là, ça fait quand même 2 ans que l'avoir derrière l'aide pour bloquer le groupe des poursuivants. Donc, si Van Der Poel arrive à s'extirper des meilleurs, ben, Philipsen sera là pour contrer les gars derrière. Donc, ça fait un nouvel argument pour Van Der Poel. Ouais. Romain, là, on a besoin de toi. Il faut remettre Alexis sur le droit chemin. Dis-moi pourquoi Mathieu Van Der Poel ne va pas gagner Roubaix. Ben, tout simplement parce que il n'est peut-être pas au top, top, top de sa forme, et parce que Pogacar est là. Mais non, après, effectivement, c'est le coureur qui sait effectivement se mettre un objectif aussi et arriver justement au pic de sa forme. Alors, on a dit que pour le Tour des Flandres, il était sous antibiotiques depuis 3 jours, ou il avait été après le 3 pendant 3 jours, enfin peu importe ici. Mais donc, c'est pour ça qu'il aurait manqué de force pour suivre Pogacar. C'est vrai qu'il n'y aura pas de pourcentage sur Paris-Roubaix, même si, quand on regarde le dénivelé total de la course, c'est quand même costaud. Mais effectivement, voilà, j'ai un peu peur pour Mathieu que son pic de forme soit passé. Il ne faut quand même pas oublier que Mathieu a été fort présent et fort tout court sur toute la campagne des cyclos cette année-ci. Donc ça fait quand même maintenant un petit moment qu'il est déjà en route, là où d'autres adversaires sont peut-être plus frais, arrivent peut-être plus frais, entre guillemets, sur Roubaix. Et puis il faut quand même pas oublier que Van Der Poel est devenu le monsieur monument.
même s'il en compte désormais un de moins que Pogacar. Mais donc, je ne serais pas étonné de voir aussi une alliance contre Van Der Poel. Et donc, à cet égard, je pense qu'il va peut-être lui manquer le petit fifrelin qui l'empêcherait de l'emporter. En tout cas, j'ai plus de mal à imaginer Van Der Poel sortir seul comme il l'a fait l'année passée. Oui. Et s'il arrive dans un vélodrome avec d'autres coureurs, on sait que c'est pas forcément là où il est le mieux. On l'avait vu notamment en 2022, Thymen Morebon, être battu par Vermeersch et surtout par Colbrelli. Euh, mais donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de tout petits détails en fait qui font que Van Der Poel est peut-être prenable effectivement sur ce Paris-Roubaix, sans évoquer évidemment le jeu d'équipe qui effectivement peut lui être favorable avec un super équipier, mais peut aussi lui être défavorable dans la mesure où Philipsen arriverait en ordre utile pour un sprint victorieux. Mais maintenant que Alexis a dû vanter les mérites de Mathieu, on va quand même demander à Alexis de vanter les mérites de Wout et de nous dire pourquoi, selon lui, Wout van Aert peut gagner ce Paris-Roubaix. Ouais, bah écoute, là, va falloir m'arrêter à partir d'un moment, hein, sinon ce sera trop long. Non, écoute, déjà pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que Watt ne meurt jamais. À chaque fois, on croit que c'est fini. Moi, le premier, à chaque chute, à chaque déception, on croit que c'est celle de trop. On en parlait encore là, il y a 20 minutes en off. Après son interview à travers les Flandres, on pensait que c'était. Il avait l'air en dépression, le garçon. On pensait qu'il n'allait pas se relever. Et même pas 4 jours plus tard, il montre peut-être le meilleur visage de Watt qu'on ait jamais vu sur le round. Donc voilà, il nous prouve que constamment, au mental, il y arrive, qu'il repart, qu'il réessaye. Et au fond, si mentalement il donne tout, et à condition qu'évidemment ses blessures ne soient pas trop profondes, il n'y a pas de raison que physiquement ça ne suive pas, hein. Il a que 30 ans, ça reste jeune, ça reste un bon âge pour gagner Paris-Roubaix. Ensuite, parce que justement, Roubaix, bah, ça lui convient à merveille, plus que le round, il le dit lui-même, son équipe le dit, on le dit tout le temps. Et on l'a vu, hein, encore une fois, sur le run, c'est sur les parties pavées les moins raides qu'il était le plus fort, et de très très loin sur le Vieux Quarmont. La partie plate, notamment du Vieux Quarmont, c'était quasiment lui le plus fort, il perdait rien sur Pogacar. Donc voilà, Roubaix, c'est sa course, enfin ça devrait être sa course. Il a déjà fait mal à Van Der Poel à Roubaix, notamment en 2022 sur Mont-Saint-Pével. Donc s'il y a bien une course où on doit y croire, c'est celle-là. Ensuite, on voit quand même qu'il a tout misé sur Paris-Roubaix et qu'il monte en puissance. Euh, la différence de niveau qu'il a eu entre l'E3 et à travers les Flandres, c'est fou, et c'est un monde d'écart. Et la différence de niveau qu'il y a eu entre à travers les Flandres et le Rhône, c'est également fou. Donc s'il y a encore une fois ce même schéma qui se montre, ben, voilà, il sera super fort sur Roubaix, il sera intenable et injouable. Et dernière raison, c'est quelque chose dont vous parlez souvent, c'est la spirale. Je crois honnêtement que c'est la première fois de sa vie qu'il finit un monument flandrien sans regret et en étant fier de lui. C'est la première fois de sa vie, je pense, qu'il finit un monument flandrien sans chute ni crevaison. Donc si on suit cette théorie des spirales, il ne peut qu'aborder Paris-Roubaix en étant complètement reboosté. Et si Van Aert arrive à finir un Paris-Roubaix sans crevaison, sans chute, et en étant bien placé comme il était sur le round, bah, c'est probablement le coureur le plus dangereux. Mhm. Damien, on aura envie de croire Alexis et de voter pour Wout van Aert, mais pour toi, il ne va pas gagner le Roubaix, pardon. Non, alors pour moi, il ne va pas gagner, alors que dans l'absolu, je suis d'accord avec plein de choses avancées par Alexis, et dans l'absolu, on l'a déjà dit 1000 fois que c'est la course qui lui convient le mieux. Mais une fois que j'ai dit ça, il y a un truc qui m'inquiète quand même particulièrement chez Wout dans son évolution, c'est le sprint qui est en baisse constante, j'ai l'impression. Et donc, pour moi, c'était la course de Wout parce qu'il ne devait pas être lâché là-dessus, parce qu'il devait être à minima ex aequo avec les plus puissants. Et à minima, c'était suffisant parce qu'au sprint, il allait désaligner. Maintenant, je ne suis plus si sûr. Maintenant, je pense que Wout doit se défaire des autres et s'en aller tout seul ou presque tout seul. Dans la liste des sinon, je ne serais pas surpris de dire que c'est peut-être le 5e moins vite. Alors, peut-être pas, ça se joue à pas grand-chose. Ce qu'on n'aurait jamais imaginé dire avant. Pour moi, il n'y a que Pogacar qui est moins vite en théorie. Les autres peuvent tous, sur un sprint puissant, rivaliser avec Wout ou aligner Wout. Et donc, si j'ajoute à ça un argument qui ne vaut certes rien sur de la physique et de la science, etc., mais qui est Wout et Wout, voilà, c'est mon argument. Malheureusement, il y a toujours quelque chose qui se passe. Je veux dire, ça ne veut rien dire, hein, mais Seb Van Mark, il crevait tout le temps.
n'y avait pas que juste parce qu'il est mal placé ou il ne prend pas les bonnes trajectoires. Il y a malheureusement des chats noirs des fois, et je ne lui souhaite pas. C'est vrai que l'histoire serait belle et qu'il puisse passer un peu à côté de quelque chose, mais j'ai l'impression qu'en plus, il y aura toujours quelque chose qui va venir contre Wout. Et je rajouterais qu'effectivement, chez Alpecin, ils ont une double carte. Donc, je veux dire, lui, je ne sais pas si son équipe... Là où je suis très déçu, alors ça lui aurait peut-être desservi, hein, c'est que Kooi est out. Parce que Kooi roulait bien sur les pavés. Et ça aurait été vraiment sympa pour la Visma et pour Wout, peut-être, alors à double tranchant, de pouvoir compter sur un coureur comme ça. Ou à la porte, mais qui est inexistant pour maladie ou je ne sais pas depuis longtemps maintenant. Lui risque peut-être d'être un peu seul face au meilleur. Et avec ce qu'il a montré, ça reste Wout. Beaucoup de gens vont réagir comme Alexis, mais à tort, à raison, pardon, ici. Hein, je dis pas. Mais Wout, il va être regardé. Hein. Faut pas croire qu'il va être moins regardé qu'à Van Der Poel, par exemple. Hein. Moi, je pense que Wout, il va avoir une pancarte tout aussi énorme. Hein. Donc voilà, pour tout ça, je me dis que c'est évidemment jamais impossible. C'est pour moi impossible pour aucun des 6 d'ailleurs. Ça reste certainement le coureur fait pour cette course et la course faite pour ce coureur. Mais il va falloir vraiment beaucoup d'éléments pour que ça lui sourie enfin. Désolé, amis belges. Voilà. Il fallait bien que quelqu'un s'y colle, de toute façon. Effectivement, et puis c'est souvent moi le traître à la nation, donc c'est pas trop grave pour ça. Et moi, je vais venir donc sur un autre coureur qu'on aurait peut-être déjà mis plusieurs fois dans les sérieux outsiders, mais qu'on a décidé de mettre dans les favoris cette fois-ci. C'est Pipo Ganna. Pipo qui nous fait quand même une superbe campagne. Certes, sur le run, il finit un peu plus loin, mais il a pris des devants. C'est la course qui ne lui convient pas. On voit le sprint qu'il a fait en fait course. Donc voilà, pour moi, il mérite d'être cité dans les favoris. Et j'ai peut-être, d'ailleurs, pris un tout petit peu d'avance sur ce que tu vas dire, Romain, parce que tu vas nous expliquer pourquoi Pipo Ganna va remporter Paris-Roubaix. C'est tout à fait ça. Hein. C'est un monstre de puissance. On le savait déjà, mais véritablement cette saison-ci, il nous le montre en course, sur des classiques, et pas que des classiques pavés. Hein. On l'a vu évidemment bien avant, mais aussi sur des classiques pavés. Donc, je pense que rien que ça, c'est un signal. Ça veut dire qu'il sera là, il sera au rendez-vous. Et c'est vrai que dans une course où, bien évidemment, il faudrait être épargné par la malchance, mais où c'est avant tout la puissance qui parle. C'est aussi, tu as dit juste avant que peut-être que Paris-Roubaix est la course faite pour Wout et Wout faite pour cette course-là. On pourrait presque dire la même chose pour Ganna. Il n'y aurait pas les pavés, on dirait la même chose pour Ganna, mais il ne faudrait pas autant de puissance. mais je crois vraiment que Filippo Ganna a le coffre pour tenir la distance, pour rester dans les roues. Et là, je vais revenir avec un argument qu'on a déjà soulevé depuis le début de cette émission, c'est que s'il arrive dans un petit groupe de 5-6 sur le vélodrome, c'est encore bien le genre de mec qui peut aller aligner tout le monde dans un sprint de costaud, de fou furieux, à la fin où tout le monde explose de partout, où c'est l'acide lactique qui joue. Ben, pourquoi pas à ce moment-là, je ne vais même pas dire surprendre les autres, mais en tous les cas, battre, oui, des Pogacar peut-être au sprint, peut-être bien Van Aert aussi. J'ai moins tendance à penser qu'il pourra battre un Van Der Poel ou un Pedersen, mais il y aura eu 260 bornes de pavés et de poussière avant, donc finalement, pourquoi Et il est pas. habitué à la piste, je me permets juste de rajouter ça, et quelqu'un qui s'est roulé sur la piste. Tout à fait. Ça vaut ce que ça vaut, mais voilà. Alexis, explique-nous toi pourquoi Pipo ne va quand même pas réussir l'exploit de Daniel Pion à tous ces fantastiques. Oui, parce que ce serait un exploit hein, quand même. Écoutez, moi j'ai pas du tout d'agenda contre Ganna, bien au contraire. Je serais relativement content qu'il gagne si c'est pas Wout qui gagne. Il s'y est préparé, mais il s'est aussi préparé pour Milan-San Remo et pour les autres classiques flamandes. Donc moi je me demande s'il n'est pas fort depuis trop longtemps. Est-ce qu'il n'est pas déjà en fin de pic? Est-ce qu'il ne s'est pas prévu un petit peu trop tôt? Ça reste une supposition, mais c'est possible. Surtout qu'il a fait énormément d'efforts absolument monstrueux sur toutes les courses auxquelles il a participé. En fait, il a lâché énormément de jetons dans ses dernières courses. Donc, est-ce que la fatigue va pas arriver? On peut se poser la question. Ensuite, je le vois super fort, mais pour gagner, il devra probablement être plus fort que les autres. Pourquoi? Parce que si ça arrive au sprint, alors il est super fort, il est super rapide, mais Pedersen et Philipsen aussi. On l'a vu sur les années précédentes et sur le run d'ici pour Pedersen. Donc si Ganna est là, je pense, moi j'imagine que Pedersen et Philipsen seront là aussi.
s'il y a un sprint, avec Ghana, ce sera un sprint à 5 ou 6 avec ceux-là. Et s'ils sont là, j'ai du mal à le voir gagner. Donc pour moi, le plus prudent pour Ghana, ça reste de s'isoler, pardon, et réussir à s'isoler face à tous ceux-là, j'ai du mal à y croire. Ouais. C'est son année, hein. Il faudra voir effectivement si cette année il ne sait pas s'isoler. Par contre, un qui a peut-être tout intérêt à ne pas s'isoler, ou en tout cas à ce que ça arrive au sprint, ben, c'est Jasper Philipsen. C'est le seul des 6 qui n'était pas présent sur le round, mais qui a déjà démontré qu'il savait bien évidemment rouler sur les pavés, et y compris sur Paris-Roubaix. Jasper Philipsen, qui est aussi le seul donc, de ces 6 coureurs qu'on a choisi de développer, qui est un peu la seconde carte ou la carte bis, on va dire ça comme ça, d'une équipe, hein, Alpecin de Sonainck, coéquipier de Mathieu Van Der Poel. Et justement, Damien, toi, tu vois Jasper Philipsen remporter cet Enfer du Nord. Ouais. Moi, c'est, pour vrai dire, c'est mon grand favori. On va pas le mettre largement au-dessus des autres, mais c'est mon vrai favori. C'est Philipsen. Le seul truc qui m'embête un tout petit peu, c'est qu'elle a eu quelques petits soucis entre crevaison et chute. Et donc, ça remet un tout petit peu en cause ce que je vais dire maintenant. Ce que je vais dire maintenant, c'est que Philipsen, je ne l'ai jamais vu comme ça. Le gars, il vole sur le pavé comme on ne l'avait jamais vu, malgré ses 2 deuxièmes places à Paris-Roubaix. Hein. Il est, mais pour moi, une impression de facilité encore, mais 5 fois plus grande que ce qu'il avait montré dans sa carrière sur les pavés. Donc, quand un gars qui a déjà fait 2 fois deuxième semble encore beaucoup plus fort que ce qu'il n'était, inévitablement, il n'y a pas beaucoup de marche au-dessus de la deuxième. Donc, je pense à la première. Ça, c'est une chose. En termes de sprint, évidemment, il a perdu un peu sur son sprint en devenant de plus en plus classic man. Oui, mais là, on parle de sprint face à des Milan et des Merlier et machin chouette. Si on continue face au classic man, ça reste Philipsen le meilleur sprinter. Donc, il vole sur le pavé. C'est le meilleur sprinter de tous ceux qui devraient arriver pour la gagne si ça arrive en petit groupe. Troisième chose, tu l'as dit, c'est la deuxième carte d'Alpecin. Ça veut dire que lui, à un moment donné, s'il faut faire de la patinette, ce serait en théorie le seul qui va pouvoir en faire de la patinette. C'est un risque aussi, évidemment. Hein. Peut-être qu'on ne va pas vouloir ramener un mec qui semble si fort. Mais en attendant, les circonstances de course peuvent clairement jouer pour lui. Donc, moi, Philipsen, j'imagine pas qu'on peut le lâcher. Le seul qui peut le lâcher pour moi, c'est Van Der Poel. C'est pas parce qu'il peut le lâcher, c'est parce que c'est le mec qui est dans son équipe et que s'il part tout seul, Philipsen devra bien le laisser aller, évidemment. Mais vraiment le lâcher physiquement, j'imagine que, je sais pas, cette année, j'imagine pas quelqu'un pouvoir le distancer. Et au sprint, bien entendu, qui va les aligner. Donc, il serait même capable, je sais pas, serait prudent, il ne serait même pas étonné qu'il puisse en distancer. Hein. Il a une telle puissance sur le pavé, c'est pas juste le sprinter qui s'accroche, hein, il sera parmi vraiment les plus forts, même en termes de facilité sur le pavé, je vais dire. Je sais pas si je peux dire puissance pour lui, mais en tout cas, facilité sur le pavé et à rouler dessus. Il va être vraiment très très large. Donc pour moi, il va remporter Paris-Roubaix après avoir échoué 2 fois à la deuxième place. Oui, ce serait logique dans une évolution, mais c'est une évolution à laquelle Alexis ne croit pas, puisque selon toi, Alexis, Jasper Philipsen pourrait ne pas gagner Paris-Roubaix. Est-ce que j'y crois vraiment pas? Je sais pas, mais il faut savoir que il y a la finale de Scalder Prize qui a lieu en ce moment même. Donc, Philipsen est peut-être en train de contredire soit Damien, pardon, soit moi, on ne le sait pas. On saura après l'enregistrement. Mais voilà, moi, je vais dire non pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'ils vont d'abord jouer la carte offensive avec Van Der Poel. Je pense que Van Der Poel va attaquer et que cette fois-ci, il y aura des gens avec lui. Probablement Pogacar et Wout van Aert. Ils n'attaquent pas eux avant. Et si eux attaquent, c'est Van Der Poel qui ira avec. Devant, ça va rouler pour la victoire. S'il y a des gens qui sont avec Van Der Poel, Pogacar et Van Aert, ça va rouler. Et Van Der Poel, il appuiera peut-être moins fort, mais Roubaix, c'est pas la kermesse du coin. Je pense que s'il est dans le groupe de la gagne, il va rouler avec, il va faire confiance en son sprint pour aller gagner. Mais évidemment, si Van Der Poel attaque et que des gens suivent, vous allez me dire peut-être que Philipsen va suivre aussi. Mais là, c'est le deuxième point. Il est peut-être justement en train de me contredire là juste en ce moment, je ne sais pas. Mais son niveau sur à travers les Flandres, ça m'a pas rassuré du tout. Il a chuté lourdement. Il a sans doute loupé quelques entraînements à cause de la chute. Il a probablement perdu quelques pourcents qui seront nécessaires pour suivre les autres sur Paris-Roubaix. Donc, on le saura très vite. C'est peut-être totalement fini cette histoire de chute, peut-être pas. Il ne faut jamais minimiser les conséquences. Donc voilà, c'est plutôt pour cette raison-là que moi je dirais que cette année, il aura plus de mal à suivre. Oui. Sur les chutes, je suis assez d'accord. Hein. C'est le truc qui m'inquiète. Tellement dommage, tellement il semblait fort sur le week-end d'ouverture, par exemple. Maintenant, ça semble déjà loin, le week-end d'ouverture. Mais c'est vrai que c'est ma petite réserve, je comprends aussi.
Et du coup, je pense qu'on a fait le tour de tous les favoris, les 6 favoris. Quel est le scénario en quelques mots que vous imaginez pour cette année? Compliqué. Pogacar Euh, va attaquer, voilà, Oui, il est capable d'attaquer dans un Rambert, hein. Je veux dire, bien je sûr. reprends ce que tu disais, Alexis, oui. sur ce Pogacar dans la Cipressa, hein. C'est que c'est totalement inconcevable, mais inconcevable n'est pas Pogacar. Donc, il y a un vrai risque, entre guillemets, que Pogacar fasse tout exploser. Euh, Quoi qu'il arrive, je pense qu'on va avoir 2 dernières heures de course d'une intensité folle. On avait déjà eu ça, alors peut-être pas sur 2 heures, parce que Roubaix, évidemment, on propose ce type de parcours, mais c'est ce qu'on a eu sur Milan-San Remo, c'est ce qu'on a sur le Tour des Flandres. On va avoir encore une course de bonhomme sur Paris-Roubaix, avec ben, tous ces 6 noms qu'on vient de citer, c'est ceux qu'on attend. Il y en a peut-être un ou deux en plus qui vont essayer de se mêler, mais ça risque d'être vraiment un bras de fer, entre guillemets, à 4, 5, 6. Et donc, je vois bien, effectivement, à partir d'Arambert, peut-être déjà, bah, des petites grappes parmi les tout meilleurs, avec voilà, allez, des écarts qui grandissent, qui se rétrécissent. Enfin, ça va être un peu le jeu du chat et de la souris. Et puis, j'- j'ai du mal à imaginer quelqu'un de Pogacar s'isoler pour la victoire. S'il y en a un autre, c'est Van Der Poel. Mais je verrais bien Pogacar terminer avec 1 minute d'avance sur un petit groupe de 2, 3 coureurs. Je dis 1 minute parce qu'on a remarqué effectivement Oui. ces derniers temps que quand un de ces coureurs parvient à s'isoler, l'écart peut grandir très vite. Et donc, pour ça, je dis 1 minute. Mais voilà, donc selon moi, on va avoir 2 heures d'un. Voilà, c'est la grande inconnue et on va avoir 2 heures de folie par petite grappe. On va parler que des super favoris et c'est Pogacar ou Van Der Poel qui, au final, devrait s'en sortir. Mais ça reste Roubaix avec tout son flot. Bon, on sait que Van Der Poel ne crève jamais. Donc, ça, c'est aussi à prendre en ligne de compte. Après, effectivement, Pogacar n'est pas non plus un habitué du genre. Donc, voilà. Bref, en gros, pour répondre à ta question, Alexis, bon, c'est pas l'inconnu. Mais, oui, oui, mais de toute façon, feu d'artifice, ça, je pense on peut presque en être certain, dans le sens où euh, qui va être sûr de gagner en arrivant dans ce groupe, quoi. Ils vont quand même tous assez vite et il faut sortir Philipsen. Pour tout qui n'est pas le Alpecin, il faut sortir Philipsen. Ouais. Bon, Pedersen pourrait être plus calme, mais Pedersen ne sera jamais calme. Donc lui, il va attaquer à tout va. Pogacar, sa seule chance, c'est de rendre la course dure. Pogacar ne va pas se dire, bon, moi, je vais attendre le dernier secteur difficile et je vais tout mettre là-dessus. Ça, je ne peux pas croire. Il doit rendre la course difficile, donc il va multiplier les attaques comme il le fait d'habitude. Bon, Pedersen, j'en ai parlé. Wout, moi, je reste sur ce que j'ai dit sur Wout. Pour moi, Wout, il ne doit pas rester juste sage. Il ne doit pas en faire trop, mais il ne doit pas hésiter non plus à lui essayer de s'isoler. Donc, je pense que tout le monde va y aller. Et Alpecin, ben, fatalement, qu'ils vont essayer. Puisqu'ils ont la double carte, évidemment, qu'ils vont essayer au moins une offensive avec Van Der Poel. Donc, je pense que tout le monde a intérêt à attaquer. Ghana, il fera ce qu'il peut, mais sa meilleure chance, ce serait aussi de s'isoler. Donc, ouais, je pense que ça va péter de partout et assez tôt dans la course, effectivement. Et tant mieux pour nous. Ouais, coup classique. Autre coup classique qu'il y a régulièrement à Paris-Roubaix, c'est qu'on a les favoris. Cette année, ils sont 6. Mais il y a souvent des coureurs surprises, des coureurs qui attaquent plus tôt et des coureurs qui nous régalent, hein, dont on ne s'attend pas forcément en début de course. Est-ce qu'il y a des noms là qui vous viennent à l'esprit pour cette année? Alors, moi, je ne vais pas être original. Enfin, je ne sais pas. Je vais dire Ballerini. Parce Ok. qu'il fait une belle. Romain rigole, il allait peut-être dire le même. Ouais, il fait une belle campagne. C'est un coureur qui aime bien prendre les devants. Il est solide. Ça lui va très bien comme course. Donc, ouais, je pense que Ballerini, c'est quelqu'un qu'on peut attendre à la fois en offensif. Et si pas en offensif, ben, malheureusement, certainement pas assez bon pour accrocher les fantastiques, mais qui serait dans les meilleurs de derrière qu'on ne verra peut-être pas, malheureusement. Mais Ouais. voilà, c'est un des noms. On n'a pas la start list complète, mais sur la start list que je vois, c'est un des noms qui me saute aux yeux. Peut-être, si je peux me permettre, parce que j'avais effectivement pointé aussi Ballerini dans les quelques noms. Et honnêtement, ça fait 3, 4 ans que j'attends Ballerini sur Paris-Roubaix. Et enfin, cette année-ci, Astana fonctionne, ça roule bien pour eux. Mhm. On sait qu'Astana gagne très peu de courses, mais ils sont présents tout le temps, ils font des bons résultats. Et donc Ballerini, c'est bien le genre de mec qui prendra l'échappée
je veux dire, matinal, hein, on va dire ça comme ça, et qui serait un des derniers à résister et qui pourrait, dans le sillage des groupes qui le reprend, peut-être terminer effectivement et venir pas gagner, hein, mais peut-être s'insérer parmi les 6 qu'on a cités avant. C'est un des noms, effectivement, un des 2 noms vraiment que moi j'avais repéré. Et peut-être avant de donner la parole à Alexis pour qu'il nous donne un de ces noms, est-ce que dans les 6 coureurs, pardon, on va dire de la catégorie à part qu'on a cité avant, s'il y en a un des 6 qui prend l'échappée, est-ce qu'il aura l'autorisation? Est-ce qu'un Ghana, par exemple, aurait l'autorisation de Pogacar, de Van der Poel, de prendre l'échappée avant Arambert, par exemple? Non. Je Même crois pas non Kung, plus. je dirais que non. Même Kung, ouais. Ouais. Ce serait sympa, mais j'ai pas l'impression. Par contre, ouais, je vois bien Ineos essayer de nous refaire le même coup Ouais. qu'au run, par contre. Hein. Mettre un homme devant pour pouvoir aider Ghana sur la suite. Mhm. Ah bah, transition peut-être. Pour Oui, on mon, ne sait pas. mon coureur spécial, non, moi, j'avais un autre Ah, coureur. Je sais Non, qui, ben, vas-y, tu vas voir. simplement un coureur qui fait, compte tenu de ce qu'on pouvait s'attendre, qui fait une campagne classique vraiment monstrueuse, c'est Lucas Kobis. Ah oui, non, c'est pas lui, je pensais. Ouais. Tu arrives Pas encore à me pour, surprendre, Alexis, c'est pas bien. pour aller, oui, ben, j'ai essayé. Pas pour aller disputer la victoire, évidemment, mais pour faire un Paris-Roubaix légendaire, comme on a pu le voir ces dernières années, avec des gars qui se battent comme des beaux diables et qui, au final, bon, accrochent des top 10 par des circonstances de course. Voilà. Mhm. Je pensais que tu allais nous parler d'Alex Egart. Je ne sais pas pourquoi, je sentais venir comme Ben, ça. oui, ben, tout à fait, j'en ai parlé l'année dernière, et pareil, voilà, c'était pour un petit peu varier les coureurs dont je parle, mais en effet, Alex Egard, j'attends beaucoup de lui aussi pour un top 10. Ouais. Hmm. ouais, d'autant que l'auto se retrouve sans Arnaud Delis, hein, on le sait, Mhm. devant ce Paris-Roubaix, donc ils devront, enfin ils savent clairement que si c'est pour suivre, ils finiront en dehors du top 10, donc ils doivent prendre l'initiative, et c'est clair qu'Alex Egart apparaît comme le coureur toulousain chez eux pour essayer de prendre l'échappée. Il est encore jeune, hein, donc ici tout le monde va vouloir prendre l'échappée en dehors des 6 coureurs qu'on a cités tout à l'heure, donc ça va être costaud de pouvoir y arriver. Mais s'il y arrive, effectivement, il a un petit peu tout ce que Florian Vermeersch semblait donner il y a 3 ans, donc pourquoi pas essayer. C'était un de mes 2 noms joker que j'avais pris Ok. aussi. Par contre, Damien, tu parlais d'Ineos. Est-ce qu'il y a un cours en particulier chez Ineos que tu verrais bien prendre l'initiative et pourquoi pas venir jouer sa propre carte finalement dans ce final? Moi, j'imagine que, en tout cas, qui a le profil, c'est un peu facile comme réponse, c'est Tarling. Bien sûr. Je pense que ce serait un relais idéal pour Ghana. Je ne sais Ouais. pas qui y a d'autres. Quand je regarde la start list, je vois Tobias Foss, je suis un peu surpris, même si finalement, quand je vois le beau bébé que c'est et avec ses qualités de rouleur, pourquoi pas. J'avais un peu du mal à l'imaginer sur Roubaix au départ, mais pourquoi pas. Je ne sais pas qui ils vont amener, mais Tarling, clairement, c'est pas mal hein, si lui peut avoir un coup d'avance et puis donner un coup de main au patron et jouer sa carte, comme tu le dis, si le patron ne vient pas derrière finalement. Hein. Donc ouais, ça peut être intéressant. Mais tu avais Mais souligné d'autres coureurs, alors j'imagine. écoute, non, je n'avais pas spécialement d'autres coureurs, je t'avoue. Je suis en train de parcourir la start list. Il y a des noms qui m'intéressent, mais je ne sais même pas s'ils seront au départ parce que la start Ouais, list n'est pas encore validée. c'est Un ça. garçon comme Caden Groves, mais je vais en parler chaque année, à chaque monument maintenant. Je trouve que c'est un garçon qui est un peu sous-estimé, qui lui aussi a une transformation. Je ne sais pas si c'était voulu ou si on s'est trompé sur son profil, de sprinter à finalement classic man. C'est un garçon qui m'intéresse. Je suis en train de parcourir la start list. J'ai une petite pensée pour la Tib qui nous parlait des Van Dijk, qui n'ont pas encore montré grand-chose cette année, mais Mais pourquoi pas. Mais la Bora, c'est un peu catastrophique par Ouais. contre. Hein. c'est catastrophique, d'autant qu'on sentait un recrutement axé essentiellement sur la campagne des Flandriennes et notamment des classiques pavés en particulier. Mhm. Euh, Lawrence Petty, ben voilà, maintenant il est attendu, donc il faut voir s'il aura Bora, c'est l'occasion la de. classique. Mais voilà, Mhm. les frères Van Dijk, on ne les vend pas trop. Et alors, il y a un gars Lascano. voilà, qui est porté disparu, c'est Lascano qui ne termine aucune des courses. Qu'est-ce qui se passe chez le Basque? Ça, Ouais. c'est la grosse inconnue. Je ne Ouais, sais pas, mais puis- par contre, on parle de blog. J'ai quand même une petite question pour toi parce que tu disais que tu avais Florian Vermeer dans tes jokers. Ça veut dire que tu peux imaginer un UAE
prendre un coup d'avance ou, enfin, je ne sais pas. Généralement, quand Pogacar est là, c'est tout pour Pogacar. Comment est-ce que tu imagines en fait un Vermeersch ou un autre UAE faire quelque chose? Alors, non, pour moi, c'est Alex Segard qui était dans mes jokers. Ah, ok, d'accord, Je pardon. disais qu'il y avait effectivement un peu Ah, le profil de ok, la Ferrand Vermeersch. d'accord. Après, tant qu'à faire, pour répondre à ta question, oui, ce serait logique peut-être de mettre un gars ou deux dans une échappée pour Ouais. servir de relais. Alors, pas tellement que Pogacar a besoin de relais pour courir après quelqu'un d'autre, mais on sait que c'est une course où autant avoir des voitures, des coéquipiers de tous côtés pour pouvoir échanger une roue, un vélo. Donc peut-être rien que, voilà, pour ne rien laisser au hasard. Après, effectivement, j'imagine bien UAE en mettre plein partout à 150 bandes de l'arrivée pour arriver qu'un un petit groupe d'une vingtaine de Ouais. coureurs au pied, entre guillemets, d'Arambert. Donc là, il y aura besoin de gars comme Wellens. Je ne sais pas si Wellens est rétabli de sa chute au round. Je n'ai pas trop vu les suites. Mais tous des mecs comme Morgado et autres qui pourraient effectivement être d'une belle utilité dans cette course, ils vont sans doute effectivement se mettre à plat ventre pour durcir un maximum la course et éliminer un maximum les autres blocs qui seraient avec eux pour faire en sorte que Pogacar puisse jouer à homme contre homme sur toute la partie difficile des 100 derniers kilomètres, quoi. Ouais. Moi, j'ai une petite question pour vous. Comme ça, je penserai à vous devant la course. Que ce soit un des favoris ou pas des favoris, finalement, vous allez supporter qui ce dimanche? Enfin, Alexis, pourquoi Wout? Romain, peut-être pourquoi Wout aussi, d'ailleurs. Mais Non, non, moi évidemment, comme toujours, je supporte Wout parce que voilà, c'est un coureur que je supporte et que là, en plus, avec tout ce qu'on a vécu, ce serait vraiment une belle histoire. On n'y croyait vraiment plus. Là, il y a encore une semaine, à l'heure où on parle, c'était vraiment le jour où on se disait, voilà, c'est fini. Mais sinon, si pas lui, je vais un petit peu reciter. Ghana, je serais très content qu'il gagne, ceci dit. Et sinon, je vais reciter un peu les mêmes noms que l'année dernière où ça n'a pas du tout fonctionné, mais du coup, je retente ma chance. Euh, Rex, Segart et Milan. ok. Toi, Romain, tu auras une préférence au Mais départ? j'avoue que si Wout vient à gagner, allez, la boucle sera bouclée. Bon, il reste Mm. encore le round, mais Hum, ce serait une histoire magnifique parce que c'est peut-être l'année. Évidemment, il y avait eu l'année Covid où il avait fait deuxième, mais personne n'attend Wout sur la plus haute marche cette année-ci, contrairement aux années précédentes. Et c'est peut-être celle qui va lui réussir, qui sait. Donc l'histoire serait vraiment belle, et comme j'aime bien les belles histoires, ce serait beau. Qu'il soit belge ou pas, hein, vraiment, hum. honnêtement. Après, c'est vrai que le fait qu'il soit belge m'arrange bien. Ah, Euh, Sinon, alors là, on va vraiment. Donc oui, pardon, pour terminer de répondre à ta question, j'ai envie de dire tout le monde sauf Pogacar et Van Der Poel. Qu'on ah ouais? puisse nous montrer Ok. que on peut encore avoir quelqu'un qui n'est pas un fantastique gagner un monument. Ouais. Et dans ce cas-là, bah oui, Ganna et Pedersen sont les deux qui me semblent être le plus en mesure de les gagner. Jasper Philipsen pourrait le gagner aussi, mais voilà, j'ai moins d'affinité, moins d'atomes crochus. Donc c'est vraiment une question coup de cœur. Un Mhm. Pipo Ganna, ce serait très beau aussi. Et Ouais. alors un autre coureur que j'ai pointé, mais parce que là, ce serait un authentique exploit. Enfin, quoi qu'il arrive, gagner Roubaix, c'est un exploit. Mais j'avais envie de parler, de pointer Alexis Brunel. Ok. Alexis Brunel, je me rappellerai toujours, c'était il y a 3 ans, je pense. J'étais dans Mons-en-Pévèle et on a vu passer tout le monde, les voitures courses. Et quand tout le monde était passé, tout le monde a commencé à retourner vers l'entrée du secteur. Et on a klaxon, tout le monde se retourne. Il y avait encore Alexis Brunel. Et c'est vrai, on n'avait pas vu passer le camion balai. Voire le camion balai était déjà passé. Et donc cette année-là, Alexis Brunel, qui était chez UAE, si je ne m'abuse, c'est toujours cette magie du dernier coureur qui arrive devant le vélodrome. Mais donc il avait été ce dernier gars. Euh, il avait tenu à le terminer. C'était à l'époque considéré comme un des grands espoirs du cyclisme français. Et puis qui, après, a complètement explosé finalement. Euh, et là, cette année-ci, il est de retour chez Total Energy, sans pression. Il se fait plaisir. Je ne sais pas si vous avez vu à Gand-Wevelgem, où le mec est à l'avant. Et puis, c'est encore lui qui vient tirer Mhm. dans le Bannenberg, je pense. Pour quelle raison, si ce n'est se faire plaisir? Et Mhm. donc, de nouveau, pour ces belles histoires, ce côté incroyable, même improbable finalement, allez, Alexis Brunel serait dans l'échappée matinale et résisterait au retour de tous ces géants.
Ce serait extraordinaire. Ouais. J'irai pas jusqu'au fait qu'il résiste, mais par contre, qu'il fasse quelque chose d'intéressant. Il est costaud, hein. La course, Oui, il gagne, je ne sais bien plus sûr, quelle bien course il sûr. gagne, c'est incroyable, quoi. Même pas pour l'autoroute, hein. Il attaque et bam, il les laisse sur place. Il est très très bon pour son tour. Moi, j'ai dit allez, parce que tu as dit tout le monde sauf Pogacar et Van der Poel. Évidemment, vous savez que j'aime bien Pogacar, donc moi je serais content si Pogacar il gagne, ne fût-ce que parce que il manquera plus que Milan-San Remo et que je le veux, quoi. Je veux le gars qui gagne les 3 grands tours et les 5 monuments pour l'histoire du cyclisme. Ouais, mais pas cette année. Là, il y a trop de gros favoris, je trouve. Ce serait trop gros. Ouais, mais bon, s'il doit Enfin, gagner vraiment, ouais, Milan-San pour le Remo et coup. Paris-Roubaix, il ne faut pas trop tarder non plus quand même, hein. C'est 2 courses qui vont être difficiles à gagner. Donc. Mais je vais certainement vous étonner, ce ne sera pas mon choix numéro 1. Si je dois choisir le vainqueur, je ne serai pas derrière Pogacar. Ce serait peut-être mon choix numéro 2. Moi, mon choix numéro 1, c'est Pedersen. C'est bon, là, plus les années passent, plus les mois passent, plus je suis amoureux de ce gars. Je suis mais en totale admiration devant ce coureur. Je l'ai déjà dit, un peu débile, trop, mais c'est pas grave. C'est pour ça que je l'aime, justement, parce qu'il est un peu débile de sa façon de courir. C'est vraiment le cyclisme que j'adore. Donc, je disais tout à l'heure, ennemi de la nation. Ben voilà, on a 2 favoris avec Van Aert et Philipsen, et moi, les gars, je vais supporter Pedersen. Je suis bien désolé. Ouais, honteux. Mais Lui qui est-ce que cherche son peut-être, monument aussi, en plus, l'histoire serait belle aussi. Alors évidemment, l'histoire serait belle pour Wout, et si Wout gagne, je passerai un très bon dimanche. Mais voilà, il y a un petit truc en plus chez Pedersen, je ne sais pas pourquoi, j'aime vraiment ce coureur. mais je pense que c'est un coureur qui incarne aussi le cyclisme pour la gagne. On dit Mm. souvent, euh, pour, euh, pour espérer gagner, il faut oser perdre. Ouais. Et il est totalement dans cette optique. Je pense qu'un Ghana l'est également. Un Kung, moins fort, mais l'est aussi. C'est-à-dire que c'est des mecs, on sent bien que quand ils prennent le départ d'une course, quand Pogacar et Van der Poel sont là, ils ne partent pas pour faire 2. Ils feront certainement 2 ou au-delà, mais ils essayent quand même. Mhm. Et le jour où on n'a plus ces coureurs-là, on peut éteindre la télé et se mettre à la Formule 1. Donc Mhm. ces coureurs sont importantissimes dans le peloton, et rien que pour ça, rien que pour récompenser finalement l'esprit offensif et l'audace Mhm. des autres coureurs. Effectivement, c'est pour ça que je disais, j'aimerais que ce soit aussi quelqu'un d'autre que Pogacar et Van der Poel, qui sont plus dans le côté métronome, dans le côté, allez, c'est bon, laissez-en un peu pour les autres aussi, quoi. Mais c'est très bien ce que je dis. Et quand on disait que c'était une bonne cuvée, c'est un truc qui m'a marqué depuis le début de cette année. On Oui. a vu Pidcock le faire sur l'Estradé, on a vu Ghana prendre ses responsabilités sur Milan-San Remo, on a vu Pedersen qui n'hésite pas à attaquer Van der Poel sur. C'est sur quoi qu'on l'a vu sur le 3, Pedersen, où il y est allé lui-même. Je dis peut-être une bêtise. Sur quel Flandrien est-ce qu'il l'a fait? En tout cas, il prend ses responsabilités face au meilleur, il attaque lui. Donc voilà, ça c'est vraiment plaisant de voir ces coureurs qui ne partent pas battus malgré qu'il y a la présence d'un Van der Poel ou d'un Pogacar au départ. Alors, comme tu dis, souvent, malheureusement, ils doivent finir par s'incliner, mais en tout cas, ils essayent. Et ça, Ouais. c'est vraiment bien, parce qu'on avait l'impression quand même ces dernières années que on part, on roule pour la 2e place, quoi. On verra bien en tous les cas pour cette édition. On ne sait pas qui sera premier ni deuxième, mais on sait qu'il y en aura partout sur les pavés de l'enfer du Nord et de ces Hauts-de-France, comme on les appelle désormais. Alexis, Damien, merci d'être venu pour débriefer en quelques mots le round et pour préfacer les forces en présence de ce Paris-Roubaix 2025. On vous souhaite à toutes et tous une excellente course et on se retrouvera très rapidement parce que après Roubaix, après cet enfer du Nord, on passera déjà à la suite du printemps. On délaissera les pavés pour les côtes et les monts ardennais, puisque ce seront donc le triptyque, même le quadriptyque ardennais avec la Flèche Brabançonne, l'Amstel, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Mais avant ça, on répète les pavés de Paris-Roubaix. Allez, Alexis, Damien, à bientôt. Ciao. Salut tout le monde. Ciao. Ciao, ciao.